Avec la sortie de Daredevil Born Again sur Disney+, il serait peut-être temps de replonger dans le bain. Les 3 premières saisons sorties sur Netflix, Marvel's Daredevil, sont devenues cultes auprès de nous fans de Marvel. À travers son scénario hyper bien ficelé, ses personnages très bien développés et plein d'autres facteurs qu'on va aborder dans cette vidéo, tout en se remémorant les événements de ces 3 premières saisons. Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Daredevil Born Again qu'on va suivre tous ensemble pendant chaque semaine. Laisse ton petit like, installe-toi confortablement et plongeons-nous dans les rues de Hell's Kitchen, le quartier où règne la corruption, le crime et l'injustice. Mais protégé par celui qu'on surnomme le démon de Hell's Kitchen, qui donnera de son être pour faire régner l'ordre. La série commence par nous plonger dans Hell's Kitchen, un quartier à New York où l'injustice et la criminalité ne sont pas les points forts. En nous introduisant ainsi Matt Murdock, un avocat qui, quand il était petit, a perdu la vue à cause d'un accident de voiture. Il voit alors tous ses sens être raffinés pour compenser cette perte de vue. Après entraînement et contrôle de soi, il arrive à maîtriser son handicap, qui désormais le rend encore plus fort. Il utilise alors ce don pour faire régner la justice de différents moyens. Et essentiellement quand la loi ne peut rien faire face à un problème qui lui juge que ça en vaut la peine d'agir. La presse lui donne alors le nom de Daredevil. Matt Murdock bosse de jour dans un cabinet d'avocats avec son ami de longue date Foggy Nelson, avec qui il a passé toutes ses années de fac et il s'était promis d'ouvrir un jour leur cabinet à eux. Cabinet qui au départ est assez miteux, mais ils font très vite la rencontre de leur première cliente Karen Page, qui se trouve mêlée à une affaire de meurtre et qui, après cette fait innocentée, intègre le cabinet de Nelson et Murdock en tant que secrétaire officiellement, tout en étant enquêtrice dans tout ce qui se trame dans Hell's Kitchen, grâce à sa personnalité curieuse et son désir à faire ressortir la vérité. Cette saison met la lumière sur les idéaux de Matt Murdock en nous expliquant pourquoi il fait ça et pourquoi il faudrait que quelqu'un le fasse. On l'a vu à maintes reprises se confronter au dilemme de ses choix et de ses décisions. Étant catholique, il croit non seulement à la grâce, mais aussi au châtiment divin, ne sachant pas très souvent où se positionner. Est-ce légitime de transgresser la loi quand le système juridique échoue? Que méritent les gens qui ne peuvent pas être retenus par des barreaux? Et est-ce qu'il doit se sacrifier pour ses idéaux et ainsi franchir une ligne rouge dont le retour sera impossible? Comme on l'a vu avec Frank Castle le Punisher lors de la saison 2. Et ces idéaux sont très souvent confrontés par Foggy qui est persuadé ou se persuade que les règles et le système sont assez suffisants pour faire régner l'ordre et la loi. Mais Matt ne pouvait pas détourner le regard et laisser la pourriture de Hell's Kitchen se propager depuis ses racines, sans que le système ait quelque chose à faire contre ça. Il voyait tous les trafics internes, tous les cartels installés à New York et toute la corruption et les pots de vin effectués, touchant à tous les grades de la société, allant d'un simple officier de police jusqu'au sénateur. Tout ça ficelé par celui dont on prononçait pas le nom, Wilson Fisk. Un parrain, un manipulateur et un caïd. Et tous ces traits-là sont hyper bien amenés dans la série. Celui-ci, de par son amour pour New York, il a comme conviction d'en prendre le contrôle. On a pris le temps de le développer et de lui donner ce caractère qui, à première vue, semble calme et gentil, mais quand on creuse un peu, on voit qu'il se cache vraiment à l'intérieur de lui. Son agressivité est apparue très tôt dans son enfance, avec un esprit de vengeance et de domination, tabassant son harceleur aux portes de la mort et battant son père à mort à coups de marteau, simplement parce qu'il le saoulait. Il fait ainsi la rencontre de Vanessa, une galeriste qui tombe très vite amoureuse de lui et qui devient quelqu'un à qui il peut s'attacher, humanisant le personnage qui sans elle serait tout bonnement un pur monstre. On sent aussi très bien son côté manipulateur dans cette première saison et beaucoup plus lors de la saison 3, par rapport au fait qu'à chaque fois il a 5 coups d'avance et il a aussi plein de graines plantées ici et là en cas de nécessité. On sentirait qu'il joue à un jeu de stratégie à échelle réelle où il contrôle et ficelle tous ses pions. Cette première saison se termine par une confrontation entre Kingpin et Daredevil dans les rues de New York. Kingpin qui se fait arrêter avec plein d'autres répercussions pour la suite. Cette saison est purement une réussite, avec une alternance parfaite entre les combats, les réflexions et les enjeux. On sentirait presque pas que c'est une série de super-héros, car c'est pas le côté où ils ont mis l'accent dessus. On enchaîne avec la deuxième saison, et dans celle-ci, on change un peu de thématique, mais gardant quelques similitudes avec les premières saisons. Matt se questionne toujours sur ses idéaux,
Idéaux mis en avant par l'introduction d'Electra, qui ne voit pas les choses de la même façon, avec son manque de règles morales et ses méthodes violentes et très souvent meurtrières, elle essaye d'attirer Matt de son côté en faisant appel à son esprit de vengeance. On voit à maintes reprises que Matt cède à son appel et se retrouve sur le champ de bataille, essayant de limiter la cache en empêchant les soldats de la main, Electra ou même Stick, leur mentor à tous les deux, de s'entretuer. Bref, Matt ne peut tout simplement pas lui résister. Et on voit au fur et à mesure de la saison que leur relation devient de plus en plus toxique, car à chaque fois elle le pousse d'aller au-delà de sa ligne rouge, et il savait que si cette relation allait le combler, il allait tomber dans une spirale dont il pourra jamais ressortir, créant un conflit entre ses sentiments pour elle et son désir de rester fidèle à sa mission. Matt aussi, qui dans cette saison n'arrive pas à balancer sa vie d'avocat et sa vie de justicier. Et il devient de plus en plus distant avec Foggy et Karen, quitte à les laisser tout seuls dans l'un de leurs procès les plus importants, celui de Frank Castle, et ce qui nous ramène à ce personnage. Le Punisher nous a été introduit comme étant un bourreau et un terroriste juste avant qu'on apprenne le drame que sa famille a vécu. Cet événement fait ressentir sa vengeance et son esprit de justice en éliminant des criminels, des gangs et toute personne qu'il juge mauvaise, sans avoir aucune foi dans le système judiciaire. Pour lui, chaque délit doit être puni par la mort, faisant office par lui-même de juge, de jury et d'exécuteur. Il fait ainsi la rencontre de Daredevil, avec qui il partage les mêmes idéaux mais pas les mêmes méthodes. Et cela crée une alchimie entre lui et Matt qui essaie de le convaincre de changer sa manière de faire. Mais Frank le voyait comme un idéaliste naïf et qui croit que le jugement de la sentence est mieux décidé dans un tribunal. Ils deviennent presque des sortes de potes, je pense notamment à la scène où il racontait tout à propos de sa famille ou à la fin de la saison quand il est venu le sauver. Et l'arc allant du procès jusqu'à la libération du Punisher était tout simplement incroyable. Dans son procès, il nous a montré qu'il ne regrettait rien de tout ce qu'il a fait et on voyait qu'il n'avait rien à perdre. Dans la scène du combat de la prison, on voyait qu'il était prêt à tout pour atteindre ses fins, jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Fisk, qui avait pris le contrôle de cette prison et avait organisé un plan pour que Frank s'évade. Et ce qu'on va retenir dans cette saison, c'est principalement tout l'arc scénaristique autour de Frank Castle et légèrement l'intrigue autour de l'organisation de la main qui se faisait un peu lente parfois. Et ce qui n'est pas aussi à la hauteur de l'arc scénaristique de Fisk dans la première saison. Et cet arc-là est repris dans la saison 3. Et dans cette saison, on reprend là où on s'est arrêté dans la série The Defenders qui regroupait tous les personnages des séries Netflix et qui n'est pas très fameuse. On s'était arrêté avec un bâtiment qui s'était écroulé avec Matt et Electra à l'intérieur, mais bon, il ne faut pas forcément avoir regardé les Defenders pour comprendre cette saison. Au contraire, je trouve qu'elle fait plus Daredevil. Au début, j'avais des craintes et je pensais que les Defenders allaient faire partie de la série et que ça allait nous enlever ce côté Daredevil à lui tout seul et son côté très terre à terre. Et donc après ces événements-là, Matt Murdock / Daredevil avait disparu et été laissé pour mort, jusqu'à preuve du contraire par ses proches, notamment Foggy et Karen avec qui il n'était pas resté en très bons termes. Foggy qui d'ailleurs a décroché un poste de haut grade qui est désormais très bien payé, contrairement à quand il était dans son bureau avec Matt. Et il s'est même installé dans un penthouse à New York. Je vous laisse aller regarder les prix des penthouses à New York. Donc notre Foggy vivait juste la vie de rêve. Et dans cette saison-là, on avait un Matt qui en avait marre de tout. Blessé physiquement et mentalement, il se cachait dans l'église où il a grandi et remettait tout en question. Son identité d'avocat, son identité de Daredevil et même sa religion. Pourquoi tout ça tombe sur lui spécialement ? Ce qui fait sortir Matt de son cocon, c'est le retour du Caïd, qui pour rappel avait été emprisonné à la fin de la première saison. Mais ici, grâce à sa capacité à manipuler les événements de l'intérieur et de ses réseaux dans tous les domaines de la société, il se retrouve plus fort que jamais. Grâce à ses alliances, notamment celle faite avec le bureau fédéral, le FBI, il arrive à orchestrer une semi-libération de prison. Il a été mis dans une suite d'hôtels à New York, marché qu'il avait soi-disant fait avec le FBI en échange d'informations cruciales. Le point fort de Fisk ici est sa capacité à avoir tout ce qu'il veut, en manipulant tout bonnement tout le monde. Il utilise les failles du système ou les failles émotionnelles de gens vulnérables. Comme d'un côté, Poindexter, l'agent fédéral psychopathe sur les bords, et de l'autre, l'agent Ray Nadim, hyper protecteur envers sa famille. Pour Dexter, il fait en sorte qu'il se rencontre une fois de plus avec son amour de toujours, pour créer une vulnérabilité et lui donner un sens d'exister, en offrant à celle-ci un poste dans un endroit où il va toujours, pour la tuer par la suite et le faisant ainsi perdre son étoile polaire, qu'il doit absolument suivre pour rester stable dans sa tête. Son étoile polaire devient par conséquent Fisk,
Quant à l'agent Nadim, son point faible étant sa famille, il fait en sorte qu'elle soit menacée, enlevant à sa belle-sœur tous ses soins médicaux. Ce qui fait que Fisk a désormais plein de pions avec qui il peut jouer librement et comme bon lui semble. Et c'est là tout l'enjeu pour Matt, essayer de contrer tous ces obstacles et combattre un homme qui a le contrôle de tout. Mais que faire contre quelqu'un de ce calibre, qui même emprisonné dans une prison de la plus haute sécurité, arrive quand même à s'échapper légalement. Et tout ça commence à donner l'idée à Matt que la seule façon de mettre fin à cette mascarade est de l'éliminer une bonne fois pour toutes. À ajouter aussi que Matt, depuis la saison 2, est dans le viseur de Fisk, en ayant menacé de ne plus jamais revoir Vanessa. Et ça a vraiment énervé Fisk. Et c'est le terrain d'entente qu'ils ont trouvé à la fin de la saison 3. Avec un climax des plus dynamiques et oppressants, la confrontation du caïd Daredevil avait un sens très profond. Avec Matt, animé par la rage de tuer, mais qui n'arrive quand même pas à le faire. Et il savait que s'il s'abaissait à faire ça, ça serait une victoire du caïd, qui serait arrivé à dévier Daredevil de ses principes moraux. Il ne le tue pas et affirme qu'il l'a battu. Il pousse alors un cri de rage, de tristesse et de regret. Et pour moi, le cri poussé par Charlie Cox est très bien réussi. Il a réussi à retranscrire toutes les émotions qu'il ressentait en un seul cri. Et il fait ainsi le marché avec le caïd qui lui ne poursuivra plus Karen et Foggy, car je rappelle qu'ils voulaient tous les deux les faire tomber. En contrepartie, Matt ne touche pas à Vanessa, car il pourrait très bien la rendre complice de tous les crimes, ce qui lui causerait plein de problèmes. Et c'était très satisfaisant de voir le coup de pression que Matt a fait sur Fisk, et c'est très rare qu'on voit Fisk comme ça. La saison se termine avec Fisk et Bullseye en prison. Le point fort de cette saison aura été tout le côté manipulation et le jeu de cartes réel entre le caïd et tous ceux qui voulaient lui faire face et faire éclater la vérité. Et c'est pour moi la meilleure saison des trois, que ce soit visuellement, c'était très beau et très bien filmé et surtout très bien chorégraphié. Je pense notamment au plan séquence de 7 minutes de l'épisode 4, j'étais totalement bouche bée devant ces 7 minutes et sans oublier aussi le flow monumental de Daredevil même sans sa tenue. Personnellement, j'ai adoré le fait qu'il ne porte pas du tout sa tenue durant cette saison et ça nous reflète son état d'esprit actuel et la situation en général des événements. Avec Dex qui portait la tenue de Daredevil, on pourrait interpréter ça comme quoi tout est corrompu et même Daredevil. En tout cas, niveau hype pour Born Again, elle est over 9000. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas été aussi hype. Je regarde tous les trailers, tous les TV spots en boucle et tout ça nous promet du lourd. Et d'après aussi ce que disent les premiers avis, ceux qui l'ont vu en avant-première. Et il semblerait aussi que Marvel soit enfin réveillé. Bon, je déteste entendre ce genre de phrase, mais pour le coup, cette fois-ci, elle a lieu d'être. Parce que comme vous le savez, cette série a entièrement été tournée puis refaite à zéro, certainement parce que c'était éteint. Et donc tout ça me fait attendre avec impatience la suite. Et j'espère juste qu'ils vont pas changer l'intro ou juste légèrement la changer ou la modifier parce qu'elle est culte et il n'y a pas de Daredevil sans cette intro. Bref, dites-moi en commentaire sur une échelle de 1 à 10 votre hype à propos de Born Again et votre avis à propos de la série. Commentez I beat you en commentaire pour que je sache que vous êtes resté jusqu'ici. Et sinon, merci d'avoir regardé et on se retrouve dès maintenant chaque semaine pour parler des nouveaux épisodes. Donc n'oublie pas d'activer la cloche. Et je peux vous dire que des choses merveilleuses nous attendent. Des choses merveilleuses. Et du coup, n'oublie pas de liker et t'abonner. Et n'oublie pas, dans les moments difficiles, bombe le torse, serre les fesses et souris. Tu traverseras toute épreuve. C'était Norguys et à plus tard.